aujourd'hui de bisabuelo en abuelo, c'est-à-dire d'arrière-grand-mère ou grand-père en grand-père, en père, en fils. C'est vrai que si inversement on doit apporter un progrès, il est long à faire accepter parce que la tradition est d'une inertie gigantesque pour le meilleur et pour le pire. Dans un instant, levons le voile sur un tabou français. Un épisode clé de la guerre d'Indochine et une grande défaite d'un pays colonisateur, le désastre de Cao Bang. Ce documentaire donne la parole aux rares soldats rescapés. Ils sont partis pleins de romantisme et de rêves et ils ont vécu une sanglante déroute, passée sous silence. Cao Bang, les soldats sacrifiés d'Indochine, c'est tout de suite dans la case du siècle. Vos plus beaux souvenirs vous attendent ici. Retrouvez C'est dans l'air sur France 5 avec TNCA, gérant d'épargne. Dans le monde d'aujourd'hui, l'ensemble l'essentiel de la croissance en Europe. Trop d'infos, tue l'info. Une fois par jour, Yves Calvi s'empare d'un sujet d'actualité et invite des experts qui prennent le temps de tout vous expliquer. Comment on fait pour... Vous nous le décrivez, et là aussi avec des termes simples. Yves Calvi présente C'est dans l'air, du lundi au vendredi à 17h40 et à 22h25 sur France 5. Des loges, des rituels, des signes de reconnaissance, des frères, des sœurs. Il vous faudra du courage sur ce chemin que vous avez choisi et que nous appelons le chemin initiatique. Société secrète ou discrète, temple du complot ou lieu de spiritualité, bande organisée ou grande famille. Serge Moiti pose ses questions sur la franc-maçonnerie dans Le Monde en face, mardi à 20h35 sur France 5. Bonsoir. Il y a des batailles qui ne sont pas entrées dans la mémoire des peuples. Ce soir, la case du siècle revient sur l'une des plus importantes d'entre elles, la défaite de Cao Bang. Elle intervient au Vietnam en 1950 et signe, selon le réalisateur Bernard Georges, auteur du film que vous allez voir, la perte de l'empire colonial français. Pourquoi a-t-on oublié Cao Bang ? Je pense que la terrible défaite de Dien Bien Phu l'a éclipsé. Et je sais aussi que la guerre d'Algérie a fait passer au second plan la guerre d'Indochine. Pourtant, les combats furent âpres. En témoignent les extraits des films de propagande, comme ces images prises à Dong Ke, un fort tenu par des légionnaires français, écrasé par l'armée du Viet Minh, qui, en filmant les survivants, veut se donner une apparence humaniste. Dès l'année suivante, les Coréens du Nord utiliseront des images de blessés américains similaires pour frapper l'opinion. De cette manière, tous minimisaient leur propre violence. Mais le documentaire est surtout bouleversant par le témoignage des survivants de cette défaite infernale. L'un d'eux, Amédée Thévenet, est saisissant quand il explique comment il dut abandonner ses compagnons d'armes blessés. Et ce qui était dramatique, surtout ce qui s'est passé le 7 octobre au soir, c'est que j'ai laissé autour de moi des dizaines et des dizaines de blessés qui appelaient leur mère dans toutes les langues, allemand, italien. Les Arabes appellent leur père. Et puis qui ont été laissés à l'abandon et qui ont été mangés la nuit par les bêtes. Le film de Bernard Georges va donc bien au-delà de la simple histoire militaire. Il expose concrètement le système colonial français, les solidarités et les conflits qui le traversaient. Métropolitain et tabord marocain d'un côté et indo-chinois de l'autre. Il y a tout cela dans Les soldats sacrifiés de Cao Bang.
Les tirailleurs, c'est des instinctifs. J'ai voulu qu'ils chantent, leur mélopée, etc. Ils n'ont pas voulu chanter. Ils sentaient que ça allait mal se passer. Ils sont arrivés en horde hurlante et mitraillante et la compagnie a été pratiquement décimée en un quart d'heure. Ça se battait en dessous, ça se battait à droite, à gauche, devant sur la crête aussi. Même à l'arme blanche. Moi j'ai vu mon adjoint avec son poignard, il en avait je sais pas combien poignardé au passage pour pouvoir passer. Catastrophique, les blessés, on était obligé de les abandonner. Qu'est-ce que les Viet en ont fait, j'en sais rien. J'espère qu'ils les ont tués. J'espère qu'ils les ont brûlés. Moi, si j'avais été valide le 8 octobre au matin, j'aurais tué les blessés, parce que je savais qu'ils allaient mourir dans des conditions épouvantables. Comment l'armée Viet Minh, une petite armée révolutionnaire, sans blindés ni aviation, a-t-elle pu anéantir en quelques jours seulement, aux confins du Tonkin, 8 des meilleurs bataillons français? C'est pourtant ce qui s'est déroulé en octobre 1950, autour de la route coloniale numéro 4, suite à l'abandon de la ville de Cao Bang. Cet événement, longtemps passé sous silence, est le déclencheur d'une onde de choc qui va entraîner non seulement la perte de l'Indochine 4 ans plus tard, mais qui préfigure déjà aussi la chute de l'empire colonial français. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le très réactionnaire Empire nippon occupe l'Indochine et soumet par là même à sa botte les autorités coloniales françaises. Ho Chi Minh, le leader communiste vietnamien, entre alors en résistance à la fois contre l'envahisseur japonais et le colonisateur français. Il fédère autour de lui diverses tendances nationalistes dans un front uni de libération, le Viet Minh. Lorsque Hiroshima entraîne la défaite japonaise, Ho Chi Minh proclame le 2 septembre 1945 l'indépendance du Vietnam sur la place Ba Dinh de Hanoï. Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Mais la France ne l'entend pas de cette oreille, et soucieuse de récupérer son empire colonial, elle agit vite pour réaffirmer sa présence en Indochine. Le général Leclerc, commandant supérieur des troupes, et l'amiral Thierry d'Argentlieu, haut-commissaire de la France, sont mandatés par le général de Gaulle pour rétablir la souveraineté française sur l'Indochine libérée. Mais en faisant du neuf, c'est-à-dire en construisant une fédération indo-chinoise autonome au sein de la nouvelle Union française. Ainsi, dans un premier temps, la France s'entend avec Ho Chi Minh et signe même une convention le 6 mars 1946 qui reconnaît le Vietnam comme un État libre intégré dans l'Union française. C'est plein d'espoir qu'Ho Chi Minh débarque à Paris en juin 1946 pour ratifier cet accord. Et s'il est reçu comme un chef d'État, c'est un leurre, car jamais les discussions avec le gouvernement français ne vont aboutir. Bien au contraire, les groupes de pression colonialistes au Vietnam reprennent leur influence et poussent le haut-commissaire à ne pas respecter la Convention. Pour eux, l'Indochine doit rester française. Après de multiples accrochages, le port de Haiphong est bombardé par la marine française le 23 novembre 1946. En représailles, les troupes Viet Minh provoquent une insurrection à Hanoï le 19 décembre suivant. C'est le début de la guerre d'Indochine. Ho Chi Minh prend le maquis, puis est rejoint par son gouvernement de la République démocratique du Vietnam, dans lequel le général Giap est chargé de la conduite militaire de la résistance. La France envoie de nouvelles troupes pour mener cette guerre qui ne dit pas encore son nom.
Un jour, tenté par l'aventure, j'ai entendu dire qu'on cherchait des volontaires pour aller au Maroc. Et je savais que le Maroc, c'était le vivier des gens qui partaient en Indochine. Donc je me suis porté volontaire pour aller au Maroc. J'ai débarqué à Casablanca. J'étais affecté au 2e régiment de tirailleurs marocain. Et quelques mois après, nous étions en partance pour l'Indochine. Il y avait une exaltation de l'empire colonial à laquelle les jeunes Français un peu généreux, les scouts, etc., toute cette bande à laquelle j'appartenais, exerçaient une certaine séduction. Mon instituteur, qui était très laïque au meilleur sens du mot, était lieutenant d'infanterie coloniale, et il nous montrait les colonies comme une grande aventure. Goût de l'aventure, envie de changer d'horizon, d'autant plus que comment dirais-je, l'ambiance n'était pas tellement fameuse au sortir de l'occupation. Tous les espoirs de la libération, bon, ils ont tourné en eau de boudin, donc on s'emmerdait, quoi. Quand nous sommes arrivés à bord du Pasteur, et le Pasteur a mouillé dans la baie d'Along. Et il a mouillé à la tombée de la nuit. Et c'était extraordinaire. C'est un choc, indéniablement. C'est le jour et la nuit, c'est l'éblouissement, c'est fantastique. Et on a eu l'impression qu'on arrivait dans un autre monde. Et c'était bien un autre monde qui nous attendait. Un pays qui était à la fois un pays de rêve, parce que dans ma génération, c'était Matonkiki, Matonkinoise. Et puis en même temps, on nous avait dépeint des Viet Minh qui étaient cruels, qui torturaient les gens. Enfin, c'était tout un séjour et toute une guerre, à la fois cruelle et romantique. Hanoï, par définition, parmi les anciens militaires, c'était le petit Paris. Donc aucun dépaysement, à part une multitude de gens avec des yeux bridés, mais où l'accueil était sensationnel. Il n'y avait aucune contrainte, il n'y avait pas d'attentat à Hanoï. Les gens là-bas, vous vous recevez, commercez, c'était chaleureux. La vie était douce, on avait des permis sur le soir, il y avait les cafés, il y avait les bistrots, les cinémas. Enfin, c'était sympa, quoi. C'était une bonne entrée en matière. Il m'est arrivé des petits sergents d'être nommés chef de poste dans un endroit absolument impossible, où il y avait des tigres, où il y avait des ours, où nous étions perchés sur un petit mamelon avec un petit groupe de combat, avec quelques grenades, un fusil mitrailleur, etc. Tout à fait désarmé, un poste à manivelle pour communiquer avec le PC, et une liaison toutes les 2 ou 3 semaines. Voilà, donc parfaitement isolé envers et contre tout, et il fallait se débrouiller seul. On n'avait rien. Il fallait être officier, lieutenant, pour avoir une boussole et une carte. Heureusement pour nous, on avait des hommes du cru, il y avait toujours 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui vous disaient « Moi, Siep, c'est bien connaître. Moi, Siep, c'est bien connaître. » Et puis, ça partait. Et au départ, j'étais seul comme Français dans ma section, avec mes 40 types. Il n'y a que les encadrements qui sont purement français. Les autres, ils sont de toutes les nationalités. La Légion étrangère. Il y avait 80% d'Allemands. Il y avait certainement d'anciens SS. Mais enfin, de toute manière, on ne va pas leur chercher les poux dans la tête. J'ai l'impression que le gars qui avait combattu pendant 5 ans dans les armées allemandes, pour se reclasser dans le civil, ça ne devait pas être tellement facile. Hein. Ah, c'était une armée complètement disparate. Parce qu'il y avait aussi toute l'infanterie coloniale qui était noire. C'est facile de dire noir, mais l'Afrique, c'est grand. Il y avait des Africains de toutes les ethnies et de tous les pays. C'était un brassage incroyable. Les Marocains n'étaient pas des Arabes, c'était des Berbères. Des gens solides qui respectaient l'armée française. Pourquoi est-ce qu'ils respectaient l'armée française? Parce qu'ils aiment les armes. Ils étaient extraordinaires. C'était des gens, de véritables marathoniens. Ils faisaient des kilomètres. Ils avaient l'habitude, dans leur douar, de se déplacer à pied.
Une grande partie du contingent est constituée par la population locale ralliée à la France. Ces supplétifs vietnamiens représentent plus de 40 000 hommes en 1950, soit un tiers des effectifs de l'armée française en Indochine. L'ennemi, à l'époque, il était absolument insaisissable. On le sentait partout, mais en fait, il ne se dévoilait jamais. La guerre, à l'époque, se limitait à des embuscades, des coups de main. Le premier contact, non, ils ont été, comment dirais-je, c'est des escarmouches, des piqûres d'épingle, vous voyez. Du nettoyage, du ratissage. C'est dans le nord du Tonkin, dans cette jungle où s'est réfugié Ho Chi Minh et son gouvernement, que le corps expéditionnaire français rencontre le plus de difficultés, le long de la route coloniale numéro 4. De Lang Son à Cao Bang, la RC4 allonge ses 116 km le long de la frontière de la Chine en pleine zone Viet Minh. La dernière portion, qui va de Tat Khe à Cao Bang, traverse une région particulièrement hostile. Une cinquantaine de kilomètres qui serpentent au milieu de la forêt tropicale, à travers des gorges étroites, des cols élevés, des falaises abruptes. La RC4 est pourtant l'artère vitale qui permet d'alimenter Cao Bang. C'est une grosse ville avec un fleuve à gauche, un fleuve à droite, qui encercle complètement la ville. Et la RC4 arrivait de l'autre bout, où c'était le coin ouvert, avec la citadelle, qui bloquait l'entrée de la ville. C'est-à-dire, pour prendre cette ville, ça aurait été difficile. Et c'était une ville importante pour la bonne raison, c'est que ça bloquait tout ce qui venait de Chine. Rien ne pouvait passer. Vous avez la RC4 qui serpente, et tous les 10 à 20 km, vous avez un poste sur le piton le plus élevé qui est chargé de défendre la route. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben on part le matin et on occupe les pitons, qui sont les mamelons, boisés, rochers, etc. Et quand les pitons sont occupés, le convoi peut passer. Et on fait ça, enfin c'est très dur parce que ça monte. Hein. Enfin, c'était encore une fois des berbères de l'Atlas. Moi j'étais savoyard, bon j'étais pas tout à fait manchot, quoi. Ces cols sont extrêmement dangereux sur le plan tactique parce que ce sont des endroits bénis pour faire des embuscades. À des endroits, elle est complètement défoncée. D'abord parce que les Viettes mettaient des mines sans arrêt. Les Viettes coupaient la route en morceaux. C'est ce qu'on appelait les touches de piano. Alors on faisait des convois de plus en plus longs pour des raisons de sécurité. Alors dans ce convoi, il y a tout ce qu'on veut. Il y a les commerçants chinois, il y a les armes, c'est une vraie expédition du Far West. Et ce qui s'est passé le 3 octobre 1949, où il y a eu un massacre épouvantable, ouais. Toute la colonie a passé. Et j'étais ensuite, avec mon groupe, c'est-à-dire 12 à 20 hommes, ramasser les morceaux. Et là, évidemment, quand ils attaquent, ils vont jusqu'au bout. Hein. Non, mais on s'y habitue très vite, hein, faut pas... On s'habitue à l'horreur assez vite. Le général Revers, chef d'état-major de l'armée de terre en visite en Indochine quelques mois auparavant, avait prévenu le gouvernement français dans un rapport. Il préconisait notamment l'abandon de Cao Bang, qu'il jugeait trop exposé, et l'évacuation des places fortes de la haute région afin de regrouper les défenses françaises dans le delta du Tonkin. Mais ce rapport ne fait pas l'unanimité chez les responsables militaires locaux, qui déclarent Cao Bang place forte imprenable et stratégique, qui gêne considérablement les communications entre la Chine et le Vietnam. Cette analyse est balayée en octobre 1949 par un événement majeur, la victoire des communistes de Mao Tse-tung, qui précipite les débris de l'armée nationaliste chinoise de Chiang Kai-shek à la frontière du Vietnam. Craignant une incursion de l'armée communiste sur les talons des nationalistes, les Français récupèrent les armes des vaincus. On part à Mont Cai, qui est sur la frontière de Chine, et le 1er décembre 1949, on nous dit la Chine est communiste.
J'étais à côté du capitaine Feuillet, je lui dis, mais s'il y a 1 milliard de communistes en face de nous, il faut qu'on foute le camp. Il me dit, ferme ta gueule, arrête, tais-toi, t'es pas là pour ça. Pour le Viet Minh d'Ho Chi Minh, encore caché dans sa jungle tonkinoise, les choses changent. La reconnaissance officielle de son gouvernement par la Chine et l'URSS en janvier 1950 lui apporte un soutien moral de poids. Mais c'est surtout sur un plan matériel que l'aide chinoise en armement et formation va permettre à l'armée Viet Minh de mener désormais une guerre moderne. La France se retrouve malgré elle en première ligne de cette guerre idéologique entre les deux blocs, communistes contre non-communistes. La guerre d'Indochine vient de changer de nature. Elle devient partie prenante de la guerre froide. Le maréchal Juin est venu voir le 11e Tabor et il nous a tenu un langage absolument altier, guerrier, etc. Vous avez une mission, c'est combattre le communisme qui actuellement gangrène tout l'Est asiatique, et vous êtes des porteurs de cette mission. Il faut absolument que vous rétablissiez la France là-bas. C'est votre rôle, c'est votre devoir. Entendre ça des bouches de cet homme, on était gonflés à mort, à mort. Il avait une prestance, il était auréolé d'un passé extraordinaire, quoi. Alors, la vérité, c'était ça pour nous. Il nous disait la vérité. On ne cherchait pas à comprendre. Depuis le début de l'année 1950, la situation ne cesse de se dégrader. La route coloniale numéro 4 est devenue impraticable et Cao Bang, qui ne peut plus être ravitaillé que par avion, ressemble à une enclave de plus en plus mince en territoire Viet Minh. Ce Viet Minh qui passe à l'offensive dans la zone et qui, en mai 1950, à la surprise générale, s'empare sur la RC4 de la place forte de Dong Ke. Le général Carpentier, commandant en chef des forces du corps expéditionnaire français, et le colonel Constant, responsable de la zone frontière nord-est, sont pris de court par cette attaque. Ils finissent par décider l'envoi d'un bataillon de parachutistes. Avant qu'ils prennent la décision de nous larguer ou de ne pas nous larguer, il était facilement 5 heures de soir. On était parachutés à 6 heures, quoi. Et c'est ce qui nous a sauvés, parce que les Viets étaient absolument persuadés qu'il était trop tard. Alors, donc, ils avaient, laissé tomber toute leur défense. Ils s'étaient uniquement occupés à récupérer tout ce qu'ils pouvaient dans le poste, munitions, nourriture, armement, enfin, vêtements, enfin, tout ce qu'ils pouvaient. Ils pillaient, quoi, purement simplement. Et on leur est tombé sur le poil, là, ils s'y attendaient absolument pas. On avait comme pour mission de reprendre la citadelle, on l'a vraiment repris au pas de gymnastique. Là, s'il est considéré parmi les anciens que c'est certainement la plus belle opération aéroportée de toute la guerre d'Indochine. La facilité avec laquelle les parachutistes reprennent le poste de Dong Ke ne masque pourtant pas l'inquiétude qui naît du côté de l'état-major français. D'autant que des renseignements signalent au même moment que d'importantes troupes Viet Minh se massent près de la frontière. Tout semble indiquer qu'une grande offensive se prépare. Face à ces informations, l'évacuation de Cao Bang est enfin décidée plus d'1 an après le rapport Revers. L'état-major met au point un plan secret. Celui-ci prévoit le repli de la garnison de Cao Bang commandée par le colonel Charton par la RC4, tandis qu'une colonne de soutien montera vers le nord pour lui prêter main forte. Le tout devant se dérouler le plus rapidement possible. Ainsi, mi-septembre, un groupement de 3 bataillons commandés par le colonel Lepage part de Lang Son pour s'installer à Tat Ke, qui va servir de base arrière à cette opération. On était bien à Lang Son. Et puis le 17 septembre, on nous dit en route. C'est-à-dire qu'on monte sur les camions et on part. On ne sait pas où. Et le capitaine ne sait pas où. Il reçoit ses ordres au jour le jour pour la simple raison qu'on a des Vietnamiens partout, comme serveurs, comme traducteurs, etc. Ils sont dans l'armée française. Et évidemment, ils transmettent ce qu'ils savent. Pour en revenir aux femmes qui ont joué un grand rôle là-bas, à mon avis, dans les bordels, les maîtresses d'un tel, etc., elles aussi, elles transmettaient aux Viettes
Je ne leur reproche pas. À Cao Bang non plus, les soldats ne sont pas tenus informés des plans de l'état-major. On ne nous a pas dit en premier lieu qu'il fallait quitter Cao Bang. On nous a dit de détruire les installations sans feu ni fumée. Ça, c'est un télégramme codé, chiffré. L'ordre émané du PC du colonel Constant. Et même si l'abandon de la ville n'est pas encore confirmé, les femmes et les enfants de Cao Bang ont commencé à être évacués par avion. C'est là où j'ai eu une des peurs de ma vie, c'est que les civils fuyaient. L'image que j'en garde, c'est comme le métro à une heure de pointe, vous voyez. Donc on était en surcharge, ce qui fait qu'au bout de la piste, on n'avait pas la vitesse pour décoller. Alors on a plongé dans la rivière pour prendre un peu de vitesse, passé entre deux arbres, et on s'en est tiré, mais limite, quoi. Mais alors que la colonne Lepage arrive à Tat Khe, les troupes Viet Minh lancent sur le poste de Dong Khe une violente attaque, avec plus de 10 000 hommes et des moyens d'artillerie considérables. Un déluge de feu s'abat pendant 3 jours sur la petite forteresse tenue par les légionnaires.